Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver sur Tandem TV pour une nouvelle chronique de New Hasbara en tandem. Et ce soir, je suis en compagnie de Benjamin Fellous. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Jérôme. Ce soir, nous allons parler de 2022 et de son actualité diplomatique. En effet, après 13 ans de froid diplomatique, 2022 s'annonce comme une très grande année dans le réchauffement des relations entre Israël et la Turquie. Nous allons revenir sur l'histoire des relations israélo-turques avec notre expert Benjamin. Je te laisse la parole. Merci Jérôme. Alors il faut savoir, 2022, c'est quand même une bonne nouvelle pour les relations israélo-turques. On voit les rapprochements entre Erdogan et le président Herzog. Notamment, le dernier épisode en date, c'était le couple Oknin, qui a été relativement rapidement sorti de Turquie après avoir pris des photos d'un des palais d'Erdogan. Alors, on va rappeler cette histoire incroyable, ce couple de touristes israéliens qui passent un week-end à Istanbul. Tous les deux sont chauffeurs de bus, je crois, pour la compagnie nationale. Ils font une photo à Istanbul. Et en arrière-plan se trouve le palais présidentiel, c'est ça ? Un des palais. Un des palais du président. Ils sont arrêtés, envoyés en prison. Ça émeut énormément la population israélienne. On ne sait plus rien d'eux pendant quasiment 48 heures. Et de manière très mystérieuse, ils sont libérés et renvoyés en Israël. Ils sont libérés, renvoyés en Israël. Alors après, bien sûr, on apprend que le chef du Mossad s'est rendu en Turquie, que la transaction, entre guillemets, si on peut appeler ça une transaction, a été relativement rapide, qu'il y a eu un échange de bons procédés et même une certaine chaleur diplomatique lors de cette affaire-là. Ouais. Ça nous change des 13 dernières années. De provocation. Et ouais, tout à fait. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé, mais certainement qu'il y a dû avoir des échanges intéressants, secrets entre le chef du Mossad et les autorités turques. Toujours est-il que s'annonce une visite diplomatique exceptionnelle du président israélien. Et ça annonce certainement des choses importantes entre Israël et la Turquie. Ouais, c'est extrêmement important. La Turquie, c'est un acteur régional de premier plan. Il y a des raisons actuelles à l'ancienne alliance israélo-turque. Il faut savoir jusqu'en 2010 à peu près, même sous les 7 premières années du régime d'Erdogan, les relations étaient relativement bonnes entre Israël et la Turquie. Il y avait énormément de collaboration militaire, de collaboration en termes de renseignement. Il y avait une collaboration, il y avait des livraisons d'eau, énormément d'eau qui était livrée par la Turquie à Israël. Il y avait énormément d'hommes d'affaires et de touristes qui faisaient... J'allais te dire, le tourisme marchait extrêmement fort. Il marche encore pas mal, mais il a explosé entre des touristes israéliens qui allaient en Turquie. Et puis il y a toujours eu des relations économiques. On a beaucoup de produits de consommation qui viennent de Turquie. Ouais. Donc les relations ne se sont pas éteintes. Elles ne se sont jamais éteintes sur le plan diplomatique, mais depuis l'affaire du Navi Marmara, puisqu'il faut rappeler un peu l'événement perturbateur de cette relation, c'était ce fameux bateau humanitaire avec beaucoup de guillemets turcs qui avait approché les côtes de Gaza en 2010 et qui s'était vu arrêté par les commandos de marine israéliens, les Shayetet Shloshesrei, les fameux hommes grenouilles israéliens. Et il y avait eu bien sûr des morts lors de l'abordage du bateau. On avait parlé, à l'époque, la chancellerie turque avait parlé d'actes de piraterie. Il y avait eu le rappel de l'ambassadeur israélien de Turquie. Il y avait eu des menaces effectuées. C'est particulier parce que la Turquie, c'est un pays qui fait partie de l'OTAN. C'est un pays qui a le même matériel militaire à bien des égards que celui d'Israël. Et c'est un pays qui, jusqu'ici, faisait front uni contre certains pays arabes, notamment la Syrie et notamment l'Irak, avec Israël. Et cet événement-là a propulsé un homme, Erdogan, comme champion de la cause islamiste. Parce que c'est la particularité d'Erdogan, c'est d'être le premier président et premier ministre, puisqu'il a été les deux alternativement, turc, à être issu d'un parti islamiste. Jusqu'en 2003, la Turquie, c'était un pays laïque. Même si ça a toujours été un pays musulman, ça a toujours été, juste depuis 1923 jusqu'à 2003, un pays essentiellement laïque. Et nous, en tant qu'historiens, je pense, c'est intéressant de voir comment ce pays est devenu comme ça, et comment ce pays avait déjà à l'époque une relation particulière avec ce qui n'était pas encore l'État juif, mais ce qui était les premières colonisations juives dans le territoire actuel d'Israël. Et on va rappeler que l'Union européenne, à cette époque-là, a envisagé d'intégrer la Turquie dans l'Union européenne, parce qu'un pays à majorité musulmane mais laïque, de l'islam moderne, on était à 2 doigts de faire rentrer la Turquie dans l'Union européenne à cette époque-là. Tout à fait, il y a eu un premier round de négociations, il y a eu une opposition de certains pays comme la France, à l'époque de Nicolas Sarkozy, oui.
Il y a eu par contre une volonté économique de l'Allemagne de l'époque de vouloir plus facilement, Bien sûr. pour des raisons Il y a évidentes, plus d'un million, je crois, de... 1,5 million de citoyens turcs en Allemagne, sans compter ceux qui sont naturalisés allemands. Ouais. Il faut voir l'équipe nationale de football d'Allemagne, il faut aller dans les grandes villes allemandes. La communauté turque est indissociable de l'effort économique allemand et de sa constitution aujourd'hui ethnique. Hein. C'est une réalité ethnique de voir des Turcs en Allemagne. Et au-delà de ça, il y a des accords de sous-traitance, si on peut dire, entre l'industrie allemande et l'industrie turque, qui sont à des degrés extrêmement importants. Ensuite, la Turquie fait partie, encore une fois, hein, d'un ensemble de pays qui ne se définissaient pas à l'époque comme des pays musulmans. C'était vraiment un pays avec une culture turque. Et cette culture turque, elle est issue de la chute de l'Empire ottoman. Il faut comprendre quelque chose. Avant 1917, il y avait un empire qui, depuis 1517, justement, dominait tout le Moyen-Orient. L'Empire ottoman date d'avant, hein, mais il a commencé à dominer le Moyen-Orient vraiment à partir de 1517. Et alors, le Moyen-Orient, et on va au-delà. Bien parce au-delà, que, ensuite, cet empire, qui est devenu l'empire le plus important géographiquement d'Europe, allait de l'Afrique du Nord, du Moyen-Orient, la Turquie plus l'Arménie actuelle, la Yougoslavie, on était aux portes de Vienne. On parle d'un empire qui représentait peut-être un quart de l'Europe, enfin quelque chose de colossal. C'est colossal. On estime c'est de l'Autriche à l'Éthiopie et du Maroc à la Perse. Donc c'est quelque chose, quand vous regardez ça sur une carte, c'est assez impressionnant. Ouais. Et cet empire va décliner au cours du 19e siècle. Les volontés, non, 19e siècle. Les volontés nationalistes d'un côté, des problèmes économiques de l'autre. L'autre problème de la Turquie, de l'Empire ottoman, c'est que ce ne sont pas des Arabes, ce sont des musulmans. Et donc, ils ont un certain nombre de problèmes dans la relation et la gestion qu'ils ont d'une partie de leur territoire à majorité arabe, parce qu'ils ne sont pas forcément amoureux de leur population arabe. Donc il y a pas mal de conflits également qui vont exister. Ça jette de l'huile sur le feu sur ces mouvements nationalistes. Donc cet empire, au fur et à mesure du 19e siècle, va perdre de l'importance. Il va perdre énormément d'importance jusqu'à perdre ses principales bases à la fois en Europe et en Afrique et en Asie. C'est-à-dire qu'en Europe, les Grecs, les Serbes, les Bulgares, les Roumains vont se soulever contre l'Empire ottoman avec l'aide de la Russie, de la France et de l'Angleterre et de l'Autriche, Hongrie à l'époque. Donc ça, c'est un peu, on peut dire, ça peut paraître logique puisqu'ils sont chrétiens et ils se battent contre les musulmans de l'Empire ottoman. Ça a son sens. Ça a son sens. Mais l'Égypte va prendre progressivement son indépendance à partir du milieu du 19e siècle et va préférer la domination anglaise à la domination ottomane. Enfin, préféré, je ne sais pas si elle a eu le choix, mais disons que les Anglais vont damer le pion des Ottomans. Ouais. Au niveau des Arabes, il va y avoir une révolte arabe, déjà avant même la Première Guerre mondiale. On va avoir justement des groupes arabes qui vont lutter contre l'Empire ottoman, et ça va atteindre son apogée pendant la Première Guerre mondiale. Je vous renvoie vers le film Laurence d'Arabie, magnifique film, ouais. Mais vers toutes les tribus arabes du Hedjaz et les tribus arabes bédouines qui vont se battre contre les Turcs avec les Anglais, notamment les premiers, les Hachémites, ceux qui sont actuellement au pouvoir en Jordanie, sont eux qui vont lever, on va dire, l'étendard de la révolte contre les Turcs, dans l'espoir d'avoir, eux, un royaume arabe. Alors, on va y revenir, je fais un petit saut en arrière. Il faut comprendre que l'Empire ottoman, au XIXe siècle, notamment dans notre région, mais également au-delà, était très fermé aux Européens, historiquement. Et comme il était très endetté, on l'a appelé à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle l'homme malade de l'Europe, il a été obligé de s'ouvrir pour des raisons économiques, et donc il a fait ce qu'on a appelé les capitulations. Les capitulations, c'était concrètement d'ouvrir aux Européens, aux extra-ottomans, la possibilité d'acquérir des territoires. Et c'est allé à tel point que les consuls de différents pays géraient et étaient responsables juridiquement de leurs citoyens. Ce qui veut dire que ici, en futur Israël, en Palestine ottomane, à la fin du 19e au début du 20e siècle, si on avait un accident de voiture entre un citoyen ottoman et un citoyen anglais résidant à Jérusalem, c'est le consul anglais qui était responsable de gérer le litige parce qu'un Anglais était impliqué. C'est dire à quel point l'Empire ottoman a dû reculer devant la puissance des Européens et notamment la puissance financière devant ses problèmes économiques. C'est fou. C'est complètement incroyable et les Européens étaient extrêmement présents. Les Français, les Anglais, les Russes, les Italiens, les Autrichiens ont acheté énormément de terrain,
On construit des écoles, on construit des hôpitaux, on construit des églises. On en a énormément à Jérusalem, dans la vieille ville et tout autour. Ça s'est énormément développé et c'est également une période notamment de montée de la religion et des pèlerinages. Donc on a tous les ans, notamment les plus importants étaient les Russes, des dizaines de milliers de pèlerins qui amènent de l'argent, mais qui viennent à Jérusalem et en Terre Sainte. Et donc ça fausse les relations diplomatiques, toujours pour ces problèmes économiques. Ça va causer énormément de tort à l'Empire ottoman, cette implication, cette imbrication des puissances occidentales à la veille de la Première Guerre mondiale. À la veille de la Première Guerre mondiale, et je rebondis sur ce que tu disais, du coup, les Anglais avec Laurence d'Arabie, alors petit clin d'œil, Laurence d'Arabie était le cousin de Lord Wingate. Je ne sais pas si tu connais cette Charles histoire. Wingate, le fameux. Le fameux qui a permis de former les techniques, les combattants aux techniques d'assaut nocturne et d'attaque surprise, qui était un militaire anglais haut gradé. Et les Anglais, avec notamment Laurence d'Arabie, vont jouer la carte des Arabes contre les Ottomans pendant la Première Guerre mondiale. Ils vont jouer tout le monde en fait. Ils vont jouer les Juifs. Ils sont très forts. Avec la déclaration de Balfour, et ils vont jouer les Arabes, et ça va produire, en tout cas, tout le monde contre les Turcs. Bien sûr. L'important au départ, c'est d'expulser le Turc. Ouais. Et le Turc, il tient sur ses positions, il ne veut pas céder, parce qu'au-delà du canal de Suez, ça lui apparaît comme vraiment, on va dire, le hinterland de la Turquie, c'est la Syrie-Palestine à l'époque, c'est le nom de la province. Le nom de la province. Le nom de la province, qui est gérée à partir de Damas et à partir de Beyrouth, selon les bellicats. Donc tout ce qui se trouve actuellement en Israël et dans les territoires palestiniens est géré à partir de ces deux capitales régionales. Et dans un premier temps, il va y avoir peut-être pas un désintérêt, mais pas une opposition si tranchée que ça de l'Empire ottoman au sionisme, juste avant la Première Guerre mondiale. On va dire, ce sont des paysans qui viennent revaloriser des terres qui ne sont cultivées par pas grand monde. Donc il ne va pas avoir d'opposition trop tranchée. On a notamment le voyage de Herzl auprès du sultan. Ça va se traduire par de grandes évolutions, mais ça ne va pas se traduire par une opposition. Pas une opposition, surtout que les propriétaires terriens ici ne sont pas turcs, pas ottomans. La plupart, ce sont des Égyptiens ou des Libanais, propriétaires des terres et qui mettent des métayers pour les cultiver. Donc, à la limite, les Ottomans, ça ne les embête pas si des terres sont achetées. Et encore une fois, on valorise la terre, on peuple cette région, c'est pas plus mal. Là où ça va beaucoup achoper, c'est justement pendant la Première Guerre mondiale, parce que lorsque l'Empire ottoman accueille à la fin du 19e siècle des Juifs, ces Juifs-là sont des Juifs russes. Et l'Empire ottoman, en 1914, l'essentiel de ces juifs sont russes. Il y en a d'autres qui sont séfarades, il y en a d'autres qui sont d'autres origines, il y en a qui sont même autochtones depuis très longtemps à la terre d'Israël. Mais les premières, deuxième alias, c'est majoritairement des juifs russes. Et à partir de 1914, la Turquie va déclarer la guerre à la Russie. Alors ce qui est drôle, c'est que les juifs russes qui fuient la Russie vont être considérés par la Turquie comme des citoyens d'une puissance ennemie. Ouais. Et à ce moment-là, beaucoup de juifs vont être expulsés du Yishuv, donc du début de la colonisation juive dans ce territoire-là, et dont un fameux. Le fameux, David Green. Ouais, c'est ça. David Ben Gurion. Ben-Gurion. Et qui va aller s'engager dans les unités que montent des juifs comme Jabotinsky, comme d'autres, les muletiers de Sion, et qui vont s'engager contre la Turquie. Donc c'est peut-être un grand divorce entre la population juive et l'Empire ottoman. Et c'est pas si grave que ça à la fin de la guerre, parce que va apparaître un homme qui, lui, va considérer que les Turcs aussi sont des prisonniers de l'Empire ottoman. Et cet homme-là, c'est Mustafa Kemal Atatürk, qui va dire, de la même manière que les Grecs ont eu leur indépendance, de la même manière que les Arabes vont avoir leur indépendance, de la même manière que les Turcs ont eu que les Égyptiens ont eu leur indépendance des Turcs, les Turcs vont avoir leur indépendance des Ottomans. C'est-à-dire qu'il va y avoir un effort laïque et on peut le dire nationaliste, de se libérer de l'Empire pour créer une nation, la nation turque. Alors, on est à peu près en quelle année ? On est là déjà en 1919, c'est les moments où Mustafa Kemal Atatürk était déjà général de l'armée ottomane, mais il va se rebeller, et c'est justement, ça nous amène à cette fameuse année 1922, qui va voir 11 mois de guerre civile turque. Alors, on se replace dans le contexte, on est à la fin de la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman est déjà dépecé. Les accords Sykes-Picot. On commence ici à découper la région entre les Français et les Anglais qui se répartissent le gâteau, et l'Empire est effondré. Totalement effondré, il est attaqué de partout, de l'extérieur par les Italiens, par les Anglais, par tous ceux qui veulent en avoir un bout, et de l'intérieur par les Arméniens, par les Kurdes,
par des rébellions en Thrace à propos des minorités bulgares, des minorités grecques. La plus grosse rébellion va venir des Grecs qui sont installés en Asie mineure, donc sur toute la partie ouest de la péninsule d'Anatolie. Il y a là 1,5 million de Grecs contre les Turcs. 1,5 million de Grecs qui sont là depuis l'époque d'Homère, depuis l'Iliade, depuis l'Odyssée. En tout cas depuis la légende grecque. Depuis des milliers d'années. Depuis des milliers d'années, qui ont leurs temples, qui ont leurs églises, qui ont la totalité. Et il y en a à peu près 1,5 million qui vont mourir et 1 million qui va immigrer en Grèce lors de cette guerre d'indépendance turque. Guerre civile. Guerre civile entre les Grecs de Turquie et les Turcs de Turquie, qui ont lâché, qui ont totalement abandonné les autres régions sans espoir de les reconquérir, dont, bien sûr, Israël, le mandat maintenant est britannique, la Syrie est française, le Liban est français. Cette guerre-là va être la guerre fondatrice, on va dire, de la Turquie, puisque Mustafa Kemal Atatürk se bat contre deux fronts, contre les Grecs et contre le sultan, contre le calife. Et il va abolir le régime religieux du calife. Il faut savoir, c'est que le sultan ottoman, c'était, depuis 1517, autoproclamé calife, c'est-à-dire qu'il était le commandeur des croyants. Exactement. Calife veut dire successeur en arabe. C'était le nom des premiers successeurs du prophète Mahomet il y a 1400 ans. Historiquement, ils étaient à Bagdad. Et donc lui, et on avait un sultan qui était un roi, disons, régional. Et lui, c'était autoproclamé calife, ce qui est absolument incroyable dans le monde musulman. C'est fou. Et ça va être aboli justement en 1922, lorsque le dernier des sultans part en exil, sous la pression des troupes de Mustafa Kemal Atatürk, qui va, dans un premier temps, fonder la République, l'année d'après, officiellement, mais elle est déjà ancrée militairement, c'est un régime militaire, c'est une junte militaire, et surtout qui va déplacer la capitale d'Istanbul à Ankara. Et ça va forcément changer la donne. Pourquoi ? Parce que mettre la capitale à Ankara, c'est recentrer la capitale au niveau du territoire asiatique de la Turquie et fonder un régime turc, réellement turc. Alors, toutes les minorités vont être, pour la plupart, expulsées. Les seuls qui vont réussir un petit peu à rester, c'est les Kurdes, ce qui provoque encore des problèmes aujourd'hui. Et il va y avoir à ce moment-là une nouvelle attitude des Turcs vis-à-vis de tous les acteurs non arabes autour d'eux. Dans un premier temps, il faut comprendre qu'il y a une minorité juive importante en Turquie. Pour l'anecdote, Mustafa Kemal Atatürk, par ses ennemis, avait été appelé le juif parce qu'il était originaire de Salonique, qu'il était plutôt blond aux yeux gris et qu'on lui prêtait des origines juives de par sa mère. Donc c'était vraiment on ne connaît pas le fin mot de l'histoire, mais c'était de la calomnie contre lui. Donc lui va plutôt prendre le parti de protéger les juifs turcs dans un premier temps, sauf ceux qui sont francs-maçons, à part les juifs qui appartiennent à la franc-maçonnerie qu'il va expulser. Tous les juifs turcs, en échange de la totalité de leurs biens, vont être protégés par la République de Turquie. Il y a une série très importante, très sympathique qui est sortie sur Netflix, Le Club. Je pense que c'est ça le nom, c'est Le Club. Et plus le nom, mais oui, et qui rappelle les relations justement des Juifs de Turquie. Donc on avance disons jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, les relations entre la Turquie et ce qui se passe chez nous. Concrètement, le mandat britannique en Palestine ou les Juifs. Les Turcs vont aider les Juifs du mandat britannique lorsque ceux-ci vont s'embrouiller avec les Anglais. À chaque fois qu'il y a possibilité d'embêter les Anglais, les Turcs vont aider les Juifs. À chaque fois que les Juifs rejoignent le giron d'Angleterre, l'aide turque va se calmer. Grosso modo, il y a un peu une attitude de non-participation à ça, mais à chaque fois qu'il y a moyen d'embêter les Anglais, les Turcs vont laisser passer quelques bateaux, par exemple, de la Liabet. Les bateaux qui fuient l'Europe avec des Juifs à leur bord. La Turquie, c'est au coup par coup. Donc là, on est dans la période où on a les livrets blancs anglais, des quotas d'immigration. Les Juifs qui fuyaient au départ l'Europe, côté russe, maintenant fuient l'Europe à cause de la montée du nazisme. Les quotas les empêchent d'entrer librement. Et donc, on a des bateaux qui sont arrêtés, mais on a quand même ces milliers de Juifs qui essayent avant et pendant la guerre d'arriver sur la côte israélienne. Et donc, les Turcs sont plutôt aidants avec cela. Les Turcs sont plutôt aidants quand ça embête les Anglais, et quand les Anglais leur tapent dessus, puisque malheureusement les Anglais ont une flotte importante en Méditerranée, les Turcs bloquent certains bateaux. Néanmoins, ils vont accueillir beaucoup de Juifs
grâce à l'initiative de citoyens turcs, pas forcément de la République turque, lorsque la Shoah va se préciser en Europe orientale, lorsque les Allemands vont commencer à occuper la Roumanie, la Bulgarie, qui étaient des États alliés de l'Allemagne, mais qui vont se faire occuper par les troupes allemandes, lorsque certains juifs de Grèce vont vouloir fuir l'invasion allemande en Grèce, on rappelle que la communauté juive grecque était extrêmement importante, notamment à Salonique, beaucoup de ces juifs-là vont trouver refuge en Turquie, dans des communautés juives qui parlent la même langue qu'eux, le ladino, et qui vont leur fournir une sorte de havre de paix. Maintenant, la Turquie ne déclarera la guerre à l'Allemagne nazie qu'en, il me semble, mai 1945. Oui, c'est ça. Juste pour être du bon côté. Pour être tranquille. Pour être tranquille. On a changé les drapeaux la veille, quoi. Il y aura pas réellement d'amitié ni d'amour entre les Juifs et la Turquie, mais il y aura une certaine compréhension des intérêts mutuels jusqu'à la création de l'État d'Israël. Ce qui est déjà exceptionnel à l'époque. Ce qui est déjà exceptionnel pour un pays musulman à l'époque. Pour un pays musulman à l'époque, parce que le contexte fait que les Juifs n'ont nulle part où aller, sont pourchassés. Donc le fait déjà que les Turcs musulmans ne soient pas anti-juifs est déjà pour l'époque quelque chose de c'est quelque chose d'exceptionnel, mais ça se traduit par leur fort nationalisme. Ils sont turcs avant tout. Donc ce qui aide les intérêts de la Turquie est bon. Ce qui n'aide pas les intérêts de la Turquie n'est pas bon. Et l'islam, à l'époque, honnêtement, en Turquie, c'est pas une priorité. C'est pas une priorité, certainement pas au niveau du gouvernement. L'islam, c'est un signe, surtout sous Mustafa Kemal Atatürk, qui oblige les Turcs à écrire en graphie latine, qui va interdire le port du fez, qui va faire traduire le Coran obligatoirement en turc. C'est une désacralisation pour le monde musulman. Hein. L'islam, le Coran se lit en arabe. Quand Mustafa Kemal Atatürk va obliger, et son successeur Esmet İnönü vont obliger toute la société turque à se laïciser profondément, par la force. C'est une révolution culturelle, et c'est une révolution culturelle qui va abattre certaines barrières anti-juives ou, on va dire, plus tard, anti-israéliennes. Alors la Turquie va quand même voter contre dans le plan de partage. Alors, novembre 47, le plan de partage. Elle va voter contre. Ok. Mais on pense que c'est plus par volonté de s'aligner sur la position anglaise et sous la pression anglaise que par réel antagonisme contre l'État d'Israël. Okay. Par contre, dès 1949, dès l'armistice, qui va être à Rhodes en Grèce, mais qui va être facilité par... Tu vas très vite, mais en deux mots, 47-49, guerre d'indépendance. Les Arabes refusent le plan de partage. Non. On a une guerre interne entre les Juifs et les Arabes jusqu'au départ des Anglais, et puis la deuxième phase de la guerre en guerre internationale avec les 6 armées arabes qui essayent d'attaquer Israël. Et au bout d'un an, de manière exceptionnelle, Israël gagne la guerre qui se termine en mai 49. Exactement. On va très vite, on saute parfois des... On reviendra, on aura plein d'émissions pour en parler, mais de manière très claire, mai 49, fin de la guerre d'indépendance. Fin de la guerre d'indépendance, et dès 1950, il y a des contacts qui se font entre le nouvel État d'Israël, puisqu'il est là, hein, et la Turquie. La Turquie est très pragmatique. La Turquie, d'ailleurs, est à l'époque totalement depuis la fin depuis ces 5 dernières années-là, entre 1945 et 1950, ont convaincu la Turquie, notamment sous l'égide d'Eisenhower, Les Américains. Il faut jouer le camp des Américains. Okay. La Turquie va devenir le pion central des Américains contre l'Union soviétique. La Turquie va devenir le pays le plus américanisé du monde musulman. Et d'ailleurs, les Turcs vont adopter des normes militaires américaines pour pouvoir rentrer dans l'OTAN. Alors, ça va être particulier, puisque l'ennemi de la Turquie, la Grèce, va également rentrer dans l'OTAN. Bien sûr. Il va y avoir une tension entre les deux. On l'oublie aujourd'hui parce que c'est loin, mais la deuxième moitié du XXe siècle a été focalisée sur la guerre froide, le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est, les États-Unis, l'URSS, et des jeux d'influence et de domination entre l'OTAN d'un côté, le pacte de Varsovie de l'autre, et la Turquie se retrouve au cœur du plan américain dans la région. Une anecdote pour illustrer ça, on parle souvent de la crise des fusées de Cuba, mais le Cuba des États-Unis, ça veut dire la base avancée des fusées américaines contre l'Union soviétique, c'était la Turquie. Et le deal qui a sauvé le monde, hein, on dit 13 jours qui ont fait trembler le monde, le deal c'était que si les Russes retiraient leurs fusées de Cuba, les Américains retiraient leurs fusées de Turquie. Et ça, c'était le deal sous-jacent. Alors, les Turcs vont suivre cette ligne-là, et à partir, on va dire, des années 50, clairement, l'État d'Israël, qui au départ, on pouvait soupçonner une certaine affinité
avec l'Union soviétique, vous pouvez imaginer, ça va rapidement tourner court, l'État d'Israël va rejoindre le camp occidental, à tel point que la guerre des 6 jours et la guerre de Kippour vont être considérées comme des guerres de la guerre froide par blocs interposés. Donc Israël représentant bien sûr le côté occidental, avec l'aide des États-Unis, et les États arabes comme l'Égypte et la Syrie, représentant le côté pro-soviétique, avec du matériel soviétique. Conseillers russes en nombre incroyable, et tout se joue entre la Maison-Blanche et le Kremlin, en fait. Exactement. Et petit bloc dans le grand bloc, la Turquie, elle, va voir 2 puissances émergentes, l'Égypte, et de l'autre côté l'Irak, et elle va se dire, nous, cette puissance-là nous menace, indirectement et directement. La Turquie nous menace dans notre hégémonie maritime. Vous regardez une carte, hein, la Turquie au nord ferme la Méditerranée orientale, l'Égypte au sud ferme la Méditerranée orientale. La Turquie dispose des détroits stratégiques des Dardanelles et du Bosphore. L'Égypte dispose du canal de Suez. Vous remarquez tout de suite que la rivalité elle va être là. Bien sûr. Donc, dans leur lutte contre l'hégémonie égyptienne maritime que Nasser voulait, dans son rêve de panarabisme, la Turquie va aider Israël. À bien des égards. Elle va laisser les pilotes israéliens s'entraîner sur des territoires beaucoup plus vastes. Elle va fournir énormément d'eau. À l'époque, on n'a pas les usines de désalinisation. On pompe dans le lac de Tibériade, ce qui va provoquer également des tensions avec la Syrie. On a besoin d'eau. L'eau arrive par cargo dans le port de Haïfa. On a besoin de pétrole. On a besoin d'avertissement quand les Russes livrent des armes par le détroit. Alors, les Turcs ne peuvent pas les empêcher. Les détroits sont libres. Ouais. Et les Russes passent comme ils veulent. Mais les Turcs, discrètement, vont donner des renseignements sur la nature des armes, sur le nombre de cargos, sur le volume qui passe entre la Russie et la Syrie, qui a toujours aujourd'hui ses bases navales russes à Latakia et à Tartus, au nord de la Syrie. Donc la Turquie va être un vrai partenaire stratégique d'Israël jusqu'au début du XXIe siècle. Des années 70 jusqu'au début du XXIe siècle, partenaire stratégique. Un partenaire stratégique. Et il y a toujours, ce qui est extrêmement important, nous on ne le mesure pas, une présence juive, même si elle se réduit d'année en année, permanente, une présence de juifs turcs extrêmement actifs dans l'industrie. Si vous achetez des lave-linges ou de l'électroménager Beko, Beko c'est une marque fondée par un juif turc, qui aujourd'hui est au centre, qui compose une énorme partie des exportations régionales de la Turquie. C'est un pays qui a une industrialisation qui a été faite par des juifs, quand on étudie un petit peu cette histoire-là. Encore le textile est encore très présent. Exactement. Les institutions financières turques, énormément de juifs travaillent dans les institutions financières turques, notamment vis-à-vis de l'international. Les juifs ont conservé, à un degré moindre dans la Turquie moderne, le rôle qui leur avait été dévolu dans l'Empire ottoman, à savoir le rôle de grands argentiers, grands financiers, gestionnaires d'industrie. On le voit encore aujourd'hui dans la dernière tentative qui a été faite il y a 2 semaines. Pourtant, c'est Erdogan, on est déjà dans la mauvaise période. Il y a 2 semaines, il y a eu un homme d'affaires israélien qui a failli être assassiné par une équipe iranienne, par une équipe des renseignements iraniens. Et c'est les renseignements turcs, le MIT, et le Mossad, qui ensemble, conjointement, ont sauvé cet homme d'affaires israélo-turc, qui possède un passeport. Pour être dans quelque chose de plus rigolo, on a une des grandes stars de la chanson turque, qui est née en Israël, qui a participé à l'émission pour X Factor Israël, pour devenir représentante de l'Eurovision d'Israël. Elle a fait toute sa carrière en Turquie. Elle avait fait toute sa carrière en Turquie. On a une autre star, entre guillemets, qui est arrivée jusqu'à la fin de X Factor. J'aime bien rentrer dans les petits détails culturels, qui chante en turc, Sapir Saban, qui a une grande expérience de la chanson turque. On voit énormément de contacts culturels qui reviennent entre ces 2 pays. La question, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé entre 2000 et aujourd'hui. Qu'est-ce qui a causé, entre guillemets, cette rupture qui a failli aller au conflit armé, quand même. En tout cas, jusqu'à une escarmouche armée. Oui, et puis parce qu'il y avait des menaces, et Erdogan, à de nombreuses reprises, eu des discours qui étaient assez violents. Donc C'était très dur. C'est l'islamisation de la Turquie. Il y a, depuis les années 2000, une islamisation galopante. À l'origine, c'était l'armée qui, en Turquie, gérait les affaires extérieures et sécuritaires du pays. Donc, tant que c'était l'armée turque, vis-à-vis de l'armée israélienne, c'était un équivalent. On voyait des officiers turcs
à Ramat David, à la base aérienne de Ramat David régulièrement. On envoyait dans le port de Haïfa pour les exercices conjoints des marines. Ça s'est arrêté progressivement à partir des débuts des années 2000, lorsque Erdogan a pris le pouvoir, parce qu'il a progressivement mis au pas l'armée. Ça a culminé en 2016, lors de la tentative de putsch organisée par l'armée turque contre Erdogan. Alors, on ne sait pas encore quel est le fin mot de l'histoire, encore aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de zones d'ombre. Beaucoup de zones d'ombre. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a quand même 100 000 personnes qui se sont retrouvées en prison. 100 000 personnes. 100 000 personnes, oui. C'est énorme. Et que parmi ces personnes-là, c'était les gens qui, dans l'armée turque, avaient été en Israël, avaient été en partenariat stratégique avec Israël. On sait qu'il y a eu énormément de problèmes entre Donald Trump et la Turquie. Il y avait eu pas mal d'esclandres à propos notamment de prêtres américains qui avaient été kidnappés en Turquie ou qui avaient été mis en prison. Il y avait eu pas mal de tensions qui étaient retombées sur Israël. Et la principale, c'est celle qu'on avait citée, bien sûr, c'était le fameux Navi Marmara, le bateau turc. De tout ça, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste une communauté turque qui, ces 20 dernières années, s'est réduite à une peau de chagrin, mais qui continue. Juifs turcs. Juifs turcs. Une communauté juive turque, effectivement, qui s'est réduite à une peau de chagrin. Il reste un partenariat stratégique qui a été mis à mal parce qu'Israël aujourd'hui a de nouveaux amis, Chypre, la Grèce, donc les ennemis, entre guillemets, officiels de la Turquie. Les accords d'Abraham qui ouvrent des Exactement, il y a peut-être moins importantes. Il y a moins de pression du côté arabe. Là où il y a quand même un mot à dire important et où il y a quand même un partenariat sur lequel on ne peut pas faire l'économie de la Turquie, c'est le volet syrien. La Turquie domine encore beaucoup de positions au nord de la Syrie. Il y a eu à un moment une grande tension entre la Russie et la Turquie, entre la Russie qui domine et soutient le régime de Bachar el-Assad et la Turquie qui occupe les positions au nord de la Syrie. Apparemment, ça s'est réglé, pas à l'amiable, mais en tout cas par un armistice. Il n'y a plus de groupes paramilitaires turcs ou l'armée turque qui attaquent directement l'armée russe. Après, quand même, qu'il y a eu des avions russes qui étaient abattus. Oui. Et on était à deux doigts d'une... On était à deux doigts, plus le problème kurde qui est toujours présent quand même dans la gestion entre la Syrie et la Turquie. On avait vu en Israël la version de Netanyahou. La version de Netanyahou, c'était rien pour la Turquie, tout pour la Russie. On avait vu un renforcement des relations avec la Grèce, avec Chypre et avec la Russie. Il faut savoir c'est que la Grèce, Chypre et la Russie sont totalement alignés sur le plan non seulement géopolitique, mais aussi sur le plan religieux. Ce sont 3 nations orthodoxes. Et un désamour total avec la Turquie. Là, on a un nouveau gouvernement israélien. On a un nouveau ministre des Affaires étrangères israélien qui va devenir Premier ministre. Ce qu'on peut voir, c'est quelle va être l'évolution des relations avec la Turquie. Est-ce que ce changement de gouvernement et ce changement d'ambiance en Turquie va évoluer vers quelque chose de positif ? Ou est-ce que les fondamentaux de l'islamisme turc, à savoir dominer le monde musulman, tel que le sultanat et le califat l'avaient fait historiquement jusqu'à 100 ans, pendant des siècles, est-ce que ça va se poursuivre ? Ou est-ce qu'on va rester sur, on va dire, une paix froide, une entente froide ? Ça, c'est la perspective qu'on peut laisser à nos téléspectateurs. Merci beaucoup, Benjamin. Merci, Jérôme. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique de New Hasbara sur Tandem TV.